Merci bien, Luc Nagaro. En fait, on a parlé beaucoup de santé ce matin, la crise sanitaire, avec des spécialistes dans le domaine. On va faire une transition maintenant pour parler du financement du secteur. Et vous l'avez bien dit, on va se rendre du côté de Montréal pour discuter avec Georges Koné, qui a travaillé en Haïti, qui a laissé le pays et qui travaille maintenant sur l'Afrique de l'Ouest, qui a suivi depuis ce matin certaines présentations avec nous, donc il pourrait nous dire comment est la situation. Georges, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez accordée. Ok, Georges Koné, dites-nous, et vous avez suivi ce qui s'est passé pendant les 12-14 derniers mois, et vous travaillez beaucoup sur les systèmes de santé dans les pays les moins avancés, vous connaissez bien l'Afrique. Comment la crise nous a touchés? Comment la crise a retrouvé les systèmes de santé au niveau mondial? Très souvent, on pense que c'est les pays les plus faibles qui sont touchés par ce genre de crise, ce genre de virus, mais on voit que qu'il soit les États-Unis, que ce soit le Brésil et en Europe jusqu'à présent. Donc, comment? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le secteur de la santé? Bon, je vous remercie pour la question. Avant de répondre effectivement à la question, c'est l'opportunité pour moi aussi de préciser c'est quoi l'économie de la santé. Très souvent, on se pose la question, c'est quoi l'économie de la santé et pourquoi est-ce qu'on doit parler d'économie en santé? Je pense que la crise actuelle nous permet de pouvoir montrer l'importance de ce domaine d'intervention. En fait, l'économie de la santé est partie des réflexions depuis les années 70, les années 60, avec l'importance du développement du capital humain, qui est le sujet de cette conférence, de la présente conférence. Et à partir de ces questionnements, il s'est avéré avec les recherches en économie et surtout en économie du développement, l'importance d'investir dans la santé. Et comme le disait notre interventeur, Monsieur Clermont-Charles, qui disait qu'il n'y a que de richesse que d'hommes et qu'il n'y a de richesse que d'hommes en bonne santé pour pouvoir produire des biens pour l'économie. Ceci dit, il y a eu beaucoup de réflexions sur cet aspect humain qui a été décomposé en deux grands groupes. Je ne vais pas rentrer forcément dans cet aspect théorique. Ces deux grands groupes sont l'économie pour l'éducation et l'éducation aux ressources humaines et aussi l'autre branche qui est l'économie en matière de santé. On l'a vu avec toutes ces révolutions industrielles en Angleterre et en France qui ont permis de mettre en place des systèmes de couverture pour cette main-d'œuvre des travailleurs qui devront pouvoir investir. Et tout le patronat et les États surtout ont mis différents systèmes en place pour pouvoir prendre en charge la santé de cette population qui s'est avérée comme la force de travail après les matières premières pour pouvoir produire et porter en bonne santé l'économie. Donc c'est de là est partie l'économie de la santé et des réflexions ont été menées, poussées, des écoles ont été développées, des écoles de santé en matière des écoles en tant qu'économistes. Et il faut dire que pour nous, les pays en développement, il est parti que depuis les années 60 et comme je le disais, avec les indépendances, avec la prise en charge de la santé par nos différents États, il s'est avéré qu'au départ, la santé était offerte gratuitement aux populations avec les différents. Dans les années 70 et 80, avec la crise qui s'est avenue, les ajustements structurels qui ont été développés ont eu des impacts à réduire les dépenses sociale, parce que la santé est toujours considérée comme une dépense sociale. Et donc du coup, c'est ce qui a permis de développer. Actuellement, avec les différentes crises Covid, on se rend compte que la santé n'est pas seulement un poste de dépense sociale, mais c'est surtout un poste de développement, puisque la pandémie a montré l'arrêt de tous les systèmes de production. Au début, ça fait plus d'une année, l'arrêt se fait difficilement et les réflexions se font comment vraiment développer des systèmes, je pense à la vaccination, à la sensibilisation des populations pour pouvoir faire face à la pandémie, pour que l'économie en global ou l'économie de nos différents États puisse répondre. Pour donner quelques chiffres comme ça, on sait que l'impact de la COVID sur les économies, on a montré les réductions de croissance de PIB dans la plupart des grandes économies et même dans les pays en sous-développement, les réductions des pertes de points de développement de 4 à 10, de 4 à 5% selon la position des économies ont été observées à travers la planète. Vous avez si bien dit qu'il y a des choix difficiles à faire, parce que même lorsque la situation était normale, il y a tellement de pression sur les faibles recettes de l'État. Donc lorsqu'on a fait des choix, on a tendance à négliger la santé. Maintenant, il y aura également le support des bailleurs,
la communauté internationale, très souvent. Dans le cas d'Haïti, on sait que 60% des dépenses de santé sont supportées par l'international. Comment on va devoir maintenant, dans ces pays comme Haïti, faire ces choix pour dire que d'accord, il faut investir dans la santé pendant qu'il y a d'autres besoins prioritaires? Comme on le dit si bien, les ressources, comme on le sait bien, c'est très limité, tandis que les besoins sont illimités, pas seulement en santé. Bien, en fait, comment investir dans la santé? Comme je le disais tantôt, la santé était considérée comme un poste social. Mais avec la crise de la pandémie, on s'est rendu compte que la santé, c'est un poste de production. Puisque s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de production. C'est l'évidence. L'arbitrage entre santé et les autres secteurs pour nos économies en général, quand je parle en Afrique et autres, c'est le même arbitrage qui se trouve dans différents pays sous-développés, quand je dis Afrique et au niveau des pays du tiers-monde. Des objectifs, on s'est rendu compte que la santé était sous-financée, quand je dirais comme ça, par rapport à la contribution de nos États. En général, nos États dépensent en moyenne 4 à 5 à 6% des budgets. Quand je prends le cas du Mali, de la Côte d'Ivoire, en général en Afrique de l'Ouest, même au niveau d'Haïti aussi, c'est ces mêmes groupes-là. La plupart du temps, la santé est financée par les bailleurs, c'est exact. Mais cependant, je pense que l'arbitrage se pose parce que nos gouvernants ont perçu la santé comme si c'était un poste social. Et aujourd'hui, c'est ça aussi le rôle de l'économie de la santé, c'est de ne pas dire à nos gouvernants que la santé, c'est pas un rôle social, mais la santé, c'est un rôle de productivité. Parce que à chaque fonds dépensé en santé, il y a un retour d'investissement. Ce retour d'investissement est mesurable. En économie de la santé, nous avons la capacité de le mesurer et de montrer à nos décideurs que chaque dollar dépensé pourrait rapporter tel montant, pourrait rapporter en matière financière, même en matière de gain de vie gagné, en matière de gain de vie sauvée, en matière de productivité, en matière de motivation et en matière de population. Donc tout ça, de gain en termes populationnels, en bonne santé. Donc tout ça est très important pour qu'on change de paradigme, que la santé ne soit pas mise de côté et qu'on puisse plus investir dans la santé parce que c'est aussi un investissement, il y a des retours clairs qu'on peut estimer. Nous avons assez d'outils actuellement qui nous permettent de pouvoir mesurer pour chaque dollar dépensé en santé, voici le gain. Nous avons un petit problème technique et nous allons nous retrouver du côté de Montréal avec Dr Georges Koné qui nous donne une idée de l'importance du secteur santé. N'oubliez pas le terme du sommet. Ça va, Georges? On te retrouve là? Allô? Donc, on essaie de retrouver la connexion. On entend un background un petit peu loin. Donc, il essaie de nous expliquer l'importance du secteur santé. D'ailleurs, comme je disais, c'est le thème même du sommet, ce capital humain qui est fondamental. Il faut avoir des ressources humaines qualifiées, mais également pour avoir la productivité, il faut que les gens viennent travailler également. Car si on a investi des années au niveau de la ressource humaine et cette personne est souvent malade, la colsique, j'ai dit, donc nous avons qui difficulté que c'est capable de poser. Donc on économise de la santé. Donc plus que jamais, le monde réveillé pour voir que l'affaire santé est extrêmement important. Et un point que Georges connaît là, que Paul Farmer, bien que c'est de Paul Colvini qui t'a expliqué comment que conseil de médicaments dont le vaccin n'a pas parlé là, donc tout le monde débat sur faire patente, comment pour livrer le bail d'autres acteurs. On peut avoir la conception dans les pays les plus avancés, mais on peut travailler également avec d'autres pays comme l'Inde et la Chine le font ces jours-ci. Comment pour nous descendre dans les pays moins avancés pour nous produire vaccin, donc ça veut dire pour créer emploi, pour avoir moins de pression sur au niveau chômage qui a des problèmes dans les jeunes, personnel santé est capable de diversifier. Donc l'entrepreneuriat également doit exister au niveau de la santé. Donc toute la chaîne de valeur, il faut que nous soyons capables de joindre une possibilité pour avancer, pour que vraiment le secteur santé à la prévention qu'on peut réaliser. Et Paul Farmer également parlait ce matin de tourisme médical. Et on le fait du côté de la République dominicaine. N'en parlons pas de Cuba. De là que Cuba a entré là à faire santé, parce qu'on est un pays qui investit plus dans la santé. Et Cuba, pas simplement lui-même, monde vient traiter la Cali, mais l'exporter également des ressources humaines dans le monde médical, le personnel. Et Cuba, là, en discussion, c'est aussi le vaccin. Donc tout ceci, c'est des choses qu'Haïti, en position côté là, par rapport à la République dominicaine et par rapport à Cuba pour nous faire des réflexions, et la Jamaïque au niveau de la Caraïbe, comment réfléchir dans tout ça. On aura beaucoup plus d'informations demain avec le keynote speaker de cette conférence, avec Joseph Harold Pierre, qui lui-même font une sorte d'analyse comparative
qui investissement qui fait dans le secteur de la santé, que ce soit du côté de la République dominicaine, que ce soit du côté d'Haïti et du côté de la Jamaïque. Et Gao donnait tout à l'heure des informations sur combien comme dépensé par personne dans le secteur de la santé. Donc nous voyons que finance, économie, santé, tout imbriqué son intégration, une pas qu'à la l'autre. Et c'est ça l'esprit même de cette conférence pour comprendre que le financement, c'est un élément fondamental. On peut avoir des idées, mais il faut avoir l'argent, la santé, également dans la recherche et le développement, la créativité, l'innovation, ce sont des choses intéressantes. Georges, tu es là. Allô? Oui, je pense que la connexion a été rétablie. Ça va. Merci, ici là. Tu peux continuer. Donc la question c'était particulièrement. Donc c'est pas. Je disais que ce matin, et Paul Farmer, médecin de son état, nous disait que il faudrait avoir tout l'aspect de production dont tu viens de parler. Donc comment on pourrait faire toute une plateforme, considérer la santé dans les côtes nationaux d'un pays, pas simplement le traitement, mais la production. Est-ce que les pays dans lesquels vous travaillez, particulièrement en Afrique, est-ce qu'on peut arriver à la production de vaccins, à la production de certains médicaments, où l'on pourrait créer tout un marché et créer de l'emploi autour de la santé? Bon, je pense que c'est un sujet très important. Je pense que l'approche de Paul Farmer, je pense qu'il a si bien précisé, c'est la santé pour tous à moins de coût, ou du moins les options de soins pour tout le monde. Je pense que en Afrique de l'Ouest, je pense que les pays se sont engagés dans ce sens-là. Au moins, l'exemption de paiement pour des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes en général, pour cette population cible-là. Et l'approche est aussi la même que pour l'institution que j'aborde actuellement, pour la santé pour tous. Mais pour cela, il faudrait être capable d'expliquer aux gouvernants, aux gouvernants que la santé n'est pas une dépense sociale, mais il y a des possibilités de retour d'investissement dans la santé. Comme je le disais tantôt, nous avons des capacités. C'est ça le rôle de l'économiste de la santé, de montrer des évidences, des calculs pour dire que chaque dollar dépensé pour la prise en charge de ces populations, il y a un fort impact sur la population et un fort retour d'investissement. Pour la vaccination en question, je pense qu'il y a l'article qui est sorti tout récemment sur Le Monde par Thomas qui a défini ça. Actuellement, la production de vaccins avait été proposée par des pays africains tels que l'Afrique du Sud, qui avait proposé, je pense que l'Afrique du Sud est qui truc, mais actuellement avec les négociations de brevets sur le vaccin n'est pas encore clair. Donc du coup, c'est des négociations que ces pays ont engagées avec les pays de l'OCDE pour permettre une production locale pour pouvoir faire une approche d'équité vaccinale. C'est très important. Le pays où je suis, le Canada aussi, est l'un des pays qui a défendu cette approche pour qu'on puisse avoir une équité d'accès au vaccin COVID. C'est dans l'intérêt de tous. Investir en Afrique, voir la notion de l'aide de monde qui ne soit pas conditionnée à des conditions, mais qui doit être le droit à la santé pour tous dans le monde. C'est vraiment l'approche que nous défendons. Et je pense que l'article de M. Thomas, qui est sorti tout récemment sur Le Monde, l'a abordé, l'importance. Et les pays comme l'Afrique du Sud ont la capacité technique, si les brevets sont levés, de produire des vaccins sur place pour pouvoir fournir toute l'Afrique entière et les pays du tiers-monde. Cela permet de rattraper ces différences de taux de vaccination que nous observons actuellement. Permets-nous de bien comprendre cette affaire de brevet pour les non-initiés. Il y a les grandes boîtes qui produisent tout ça, qui font la conception. Maintenant, ils doivent concéder le droit à d'autres pays, à d'autres organisations, d'autres entreprises de fabriquer. Donc, si on donne le brevet, on pourrait fabriquer le produit à l'extérieur des grands pays les plus avancés qui ont les capacités de recherche dans les laboratoires? Tout à fait, c'est exactement ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Si on lève le brevet devient un bien public pour tout le monde. Il y a des pays qui ont les capacités techniques de pouvoir faire la production locale en levant le brevet. Je pense que la pandémie touche tout le monde entier et c'est le plaidoyer que la plupart des grandes personnes, des organisations font pour qu'on puisse permettre de lever les brevets et que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins de façon équitable. Parce que les pays pauvres en Afrique ont la plupart du temps des difficultés à pouvoir acquérir des vaccins à temps. C'est vrai, il y a l'approche COVAX qui est en cours, mais ça pourrait plus s'accélérer pour qu'on puisse maîtriser rapidement cette pandémie. On a pu découvrir que la santé est vraiment un bien public, car tout le monde est menacé. Et d'ailleurs, il y a tout un débat de diplomatie vaccinale, de matelas vaccinal, et même de protection qui se fait. Les États-Unis sont en train de donner un exemple, même par rapport à ses voisins les plus directs. Comment
au niveau des institutions financières internationales qui sont très impliquées, qui ont avancé des fonds particulièrement dans le COVAX, qu'on pourrait monter un fonds pour prévoir certaines choses, faire la recherche, garantir certainement un rendement à ceux qui ont fait la recherche au plus haut niveau, les firmes les plus avancées, et ayant réalisé ce rendement, et particulièrement ça se fait sur les stock markets et à travers le monde, s'ils ont cette garantie pour qu'ils puissent céder maintenant aux petits pays qui auront à offrir le produit à leur population, à leur communauté vulnérable et pauvre. Quelle réflexion qu'on pourrait faire puisque on parle de financement de la santé? Je pense que les réflexions sont en cours. Tous les acteurs, selon les écoles, comme je le dis, l'école de pensée économiste qu'on essaie de voir. Mais ce qui ressort plus, c'est des systèmes de taxes qu'on essaie de mettre, des taxes au niveau mondial pour pouvoir prévoir des fonds, comme des fonds pour les prochaines pandémies. Il faut le dire, cette pandémie est arrivée, il faut se préparer à la prochaine pandémie encore de plus. Et la pandémie a montré que l'importance de la solidarité mondiale. Et comme vous l'aviez dit, c'est pas la balkanisation ou le cloisonnement qui sera la solution, mais c'est l'ouverture de ce monde qui est globalisé. Donc, nous avons tous intérêt à ce que tout le monde soit vacciné. Nous avons tous intérêt à ce que tout le monde ait accès au vaccin. Et pour ça, il faudrait une réponse globale. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont assez avancées. Il y a des taxes sur les fortunes au niveau mondial qu'il faut faire, même si c'est 1% de ces taxes sur les milliardaires ou bien les millionnaires en dollars. C'est des propositions qui sont en cours pour voir la possibilité de mettre ce fonds fiduciaire qu'on pourra mettre à la disposition des organisations qui sont sur le terrain pour pouvoir faire face aux prochaines pandémies et aussi voir comment réfléchir sur les questions de brevets en matière de santé publique. Et tout ça, c'est des réflexions qui sont en cours actuellement. Est-ce qu'au niveau régional, je sais que vous êtes de la Côte d'Ivoire, l'UEMOA, est-ce qu'il y a des réflexions qui se font? Est-ce qu'il y a des regroupements qui se réalisent sans aucun problème avec ces pays? Et qu'est-ce qu'on pourrait partager avec nous dans la Caraïbe? Je parlais tantôt d'Haïti, République dominicaine et Cuba. Cuba, comme on sait, c'est une puissance dans la santé au niveau régional, même mondial. Quel modèle que vous avez du côté de l'Afrique duquel on pourrait s'inspirer? Je pense qu'en Afrique, il y a, oui, effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. En CEDEAO, il y a l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est très bien organisée, qui intervient, qui est un peu comme la CARICOM, qui donne des orientations. Au niveau du texte, comme ça, il y a eu des harmonisations. Au niveau des textes Covid, il y a une harmonisation dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, je dirais même plus précisément de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui regroupe les anciennes colonies pratiquement françaises. Là-dessus, le taux de dépistage a été ramené à $25 pour tous les pays. On essaie d'harmoniser. Et même la vaccination Covid avec AstraZeneca, tous ces pays ont pu avoir les premières dotations. Je pense qu'il y a de cela depuis la mi-mars. Ils ont commencé à faire des vaccinations grâce à l'approche COVAX qui est développée par l'OMS et les bailleurs. Donc, du coup, il y a une harmonisation d'intervention et de réponse globale. Il faut dire que cette zone de l'Afrique a aussi été touchée déjà par Ebola et par différentes crises et on a pu donner en fait une réponse colligée. Ebola avait concerné Guinée, Libéria, je pense que Sierra Leone un peu. Donc, tous ces pays avaient cette habitude de faire une réponse commune dans l'enceinte de la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine. Donc, les approches sont communes, il y a des réflexions qui se font entre les États et on essaie d'harmoniser même au niveau de la prise en charge, les tarifications pour les tests, les tarifications, les types de vaccins. Les réflexions se mènent au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Donc, définitivement, je pense pour des économies d'échelle, il faudra penser régional, de pas voir simplement entre les limites, les frontières de pays. Donc, et la pandémie devrait nous dire, tout au moins au niveau de la santé, il faut penser régional, global et non pas simplement local. Je pense que c'est la question qui revient. Aujourd'hui, même si je prends le cas des États-Unis ou des trucs, si quelqu'un arrive à faire le taux de vaccination de 70 ou de 80%, qui est le taux souhaité pour avoir l'immunisation totale pour l'ensemble de la population, on est obligé d'échanger. L'échange mondial, la mondialisation amènera que même si les États-Unis ont cette couverture, les autres pays en Afrique ou en Amérique latine auront, s'ils ne sont pas vaccinés, ça va toujours ressurgir, la pandémie va ressurgir à chaque moment. Donc, la réponse à cette pandémie, c'est une réponse globale qu'il faut. Et je pense que le plaidoyer qu'il faut
faut faire, c'est de pouvoir lever les brevets pour que tout le monde puisse accéder au vaccin de façon équitable. Et cela, c'est vraiment c'est l'une des priorités. Et la réponse à cette pandémie, c'est ça. Et la santé doit être, et aussi, c'est aussi l'occasion aussi de revoir l'aide au développement, repenser l'aide au développement, et que la santé, c'est un droit des populations. C'est la santé pour tous, c'est un droit pour l'ensemble des populations. Et l'aide au développement ne devrait pas être conditionnée à parce que la réponse de l'aide au développement devrait être capable aussi de soulager les pays développés. Notre dernière question, les crises, ça donne lieu à des opportunités. Quelles opportunités que tu verrais pour les pays les moins avancés comme Haïti, les pays de l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette pandémie et comment, dans la période post-Covid, on pourrait non seulement protéger nos populations, mais également bénéficier de l'économie de la santé? Je pense que cette pandémie est l'opportunité pour nous de revenir, pour dire que nous devons encore dépenser dans notre santé. Que ce soit à Haïti, que ce soit dans les pays en développement, dans les années 60, dans les années 80, on dépensait à peu près 80 et on dépensait 20%, 15% au moins du budget national à la santé. Les populations avaient droit à la santé de façon systématique. Ils pensent qu'il faut revenir à cela. La santé, c'est pas, mon dernier mot, la santé, c'est pas une dépense sociale, mais c'est une dépense d'investissement. Le retour qu'on gagne en santé est nettement supérieur à d'autres secteurs qu'on pourrait faire. Et en tant qu'économiste de la santé, nous avons le devoir et la capacité de pouvoir le mettre en évidence, de montrer aux gouverneurs qu'il faut vraiment investir et que cet argent va rapporter plus pour la population et pour eux-mêmes. Georges Koné, merci beaucoup. Merci pour la disponibilité de partager avec nous, même si vous n'êtes plus en Haïti, à partir de Montréal, de faire cette réflexion sur l'économie de la santé dans les pays les moins avancés. C'est à moi de vous remercier. Je remercie aussi tous mes amis, tous les collaborateurs, et je pense que nous garderons toujours le contact et pour les prochaines étapes. Je pense qu'en Afrique, actuellement, il y a une conférence internationale qui va s'organiser en mars 2022. C'est déjà en but de préparation. Ce sera aussi l'opportunité pour nous de pouvoir faire des échanges avec vous et aussi les Caraïbes pour pouvoir vous inviter à venir aussi participer à cette conférence internationale sur le financement de la santé qui est faite par l'Association des économistes de la santé. Merci. Vous êtes bien placé pour faire le pont entre Haïti et entre la Caraïbe et l'Afrique maintenant, connaissant les deux espaces. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Voilà, chers amis, vous suivez le sommet, la 11e édition de ce sommet. Nous avons une longue matinée avec beaucoup d'activités, d'informations sur la santé. On va prendre une pause et rester avec nous car on a encore beaucoup de choses pour l'après-midi.